Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres, dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie et donc mes toutes premières impressions à chaud avant le grand essai évidemment qui arrivera à la fin de la semaine, à la fin de ma semaine d'essai. Alors aujourd'hui je me trouve ici pour récupérer les clés de celui qui vient chez Kia s'insérer entre le EV3 et le EV9. Il s'agit du Kia EV5, un véhicule très attendu par certains, je le sais, et donc je vous propose de faire un petit tour à l'extérieur, on va aller faire un petit tour dans le coffre également, les places arrière et puis le tableau de bord et mes premiers kilomètres à son volant. Ce sera une quarantaine de kilomètres certainement. Allez, on démarre avec l'extérieur. Moi, je le trouve plutôt sympa. Oui, à l'extérieur, on est bien dans le style Kia, évidemment, notamment sur la signature lumineuse à l'avant qui rappelle bien sûr les autres modèles de la marque. La calandre est essentiellement fermée. Évidemment, la partie qui va faire respirer la batterie, c'est la partie inférieure, comme sur pas mal de voitures électriques. Un capot qui est assez massif, une voiture assez massive également. On est entre le V3 et le V9, mais on est quand même assez proche, me semble-t-il, de le V9. On a des rétroviseurs qui sont très cubiques, voilà qui est plutôt original. On a toutes les protections, notamment les passages de roues, etc., qui sont en noir brillant, puisqu'on est sur une finition supérieure GT Line. Et je trouve que dans cette couleur, alors qui n'est peut-être pas la couleur la plus évidente pour déceler les formes du modèle à l'image, à l'écran, mais dans cette couleur, je peux vous dire que dans la vraie vie, ça le fait et ça lui donne une belle personnalité, me semble-t-il. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici à l'arrière, je trouve qu'il a un look un petit peu plus américain. Voilà, je ne sais pas ce qui me fait penser à ça. Peut-être ici la signature qu'il y a, le logo avec les deux traits horizontaux, la signature lumineuse ici à l'arrière. C'est peut-être d'ailleurs la partie ici à l'arrière qui arrive à me convaincre un petit peu moins. Je suis moins fan de l'arrière de ce véhicule, mais pour le reste, on est sur des proportions qui sont assez sympas. Je le disais, un gabarit qui est assez volumineux tout de même. Et tiens, justement, qui dit volume impressionnant, dit volume de chargement impressionnant, normalement en tout cas. On va aller faire un tour dans le coffre. L'ouverture est électrique. Est-ce le cas sur toutes les finitions? Je vous détaillerai tout ça dans le grand essai évidemment. Ça m'a l'air pas mal du tout, avec des petites astuces également, notamment ces petits crochets qu'on peut déplacer ici, ça c'est bien vu, c'est pas mal. Il y a également des petits bacs ici en partie supérieure, tout ça c'est le cas à gauche également. On a une prise ici dans le coffre, voilà, avec de l'espace sous le plancher ici. Banquette arrière fractionnable, on le voit, 60-40, et ici une couverture de coffre à enrouleur. On va aller faire un petit tour à l'arrière. Et ce que je vois immédiatement en rentrant à l'arrière, c'est que, vous voyez, les deux parties ici ne sont pas réglées de la même manière. Ça veut dire qu'avec la petite manette qu'on a ici, on va pouvoir modifier l'inclinaison du dossier de la banquette arrière et privilégier soit le confort à l'arrière en ayant un siège un petit peu plus incliné, soit le volume de chargement avec un siège à l'arrière qui sera plus droit, mais un volume utilisable dans le coffre qui sera du coup plus intéressant. Bon, on va le laisser en position confortable pour cette partie 60 ici. Et je m'installe ici à l'arrière avec le siège avant que j'ai déjà réglé pour mon mètre de Nantes, mon mètre 90. Bon, l'espace disponible, il est extrêmement généreux. Je m'y attendais un petit peu, mais c'est pas forcément le cas sur tous les véhicules volumineux. C'est pas parce qu'on a un véhicule volumineux qu'on a forcément beaucoup de place à l'arrière. Vous voyez ici, c'est extrêmement confortable. 1m90, 1m90 devant, derrière, ça passe de manière royale. Et pour vous dire, je suis en position inclinée avec le siège. J'ai même presque envie de le redresser un petit peu. Et dans tous les cas, ça fonctionne. Ça fonctionne au niveau de la tête également. Au niveau des pieds, pas de problème. Et j'ai un angle finalement ici qui est relativement favorable. Bref, on est extrêmement bien installé. On a un plancher qui est parfaitement plat. Ah voilà, un rangement qui est amovible ici, c'est bien ça. Ah ouais, on a de la place là. Ah ça c'est pas mal. Un vrai rangement ici qui va donc s'insérer dans la console centrale. Ça veut dire que la console centrale forcément sera moins profonde, mais c'est bien vu pour avoir de la place ici à l'arrière si vous avez des enfants qui doivent ranger pas mal de choses. Et puis alors la petite astuce très sympa que je retrouve chez Kia toujours avec plaisir, c'est le fait de positionner ici les prises USB, les prises USB-C, on a ça ici à gauche et à droite de manière beaucoup plus évidente quand on est installé ici. On ne doit pas aller les chercher là-bas tout en dessous. Ça, c'est vraiment bien vu. On a de la moquette qui est assez épaisse, c'est très confortable, très sympa. Et puis là, on va s'intéresser maintenant aux places avant.
Bon, si vous êtes des habitués de Kia, vous ne serez pas dépaysés, évidemment. On reprend ici le style maison qu'on retrouve sur le V3, qu'on retrouve sur le V9, entre autres, pour ne citer que son petit frère et son grand frère SUV. C'est donc un véhicule avec un double écran et un troisième écran qui vient se positionner ici entre les deux écrans principaux. Le problème va être le même que sur les autres, c'est-à-dire que si je me positionne, voilà, vous êtes à la place de ma tête, vous voyez que le petit écran qui sert pour le réglage de la climatisation, il est un petit peu masqué par la branche du volant, comme sur les autres modèles de la marque qui utilisent la même configuration. Un véhicule où il y a pas mal de boutons. Les allergiques au tout à l'écran, seront ravis de voir qu'il y a pas mal de boutons. Est-ce que tout ça est ergonomique? On va le voir durant ce premier trajet. Je le verrai durant cette semaine d'essai, c'est certain. On a en tout cas des petits réglages ici pour ce qui est du volant chauffant, du siège chauffant. Tout ça est disponible directement sur les sièges ventilés également via des petits boutons sur la portière. Et ça, c'est quand même nettement plus pratique que d'aller fouiller dans le système d'infodivertissement. Volant avec pas mal de boutons, je vous le disais, les drive mode, le mode de conduite ici, des palettes derrière le volant. On verra tout ça durant ce premier trajet et durant le grand essai. Et puis ici, des touches sensitives, notamment ici. Voilà, pour rejoindre, si j'appuie sur Map par exemple, voilà, pour retrouver la carte. Ici, pour revenir sur l'écran principal. Donc des touches qui n'en sont pas en fait des commandes qui sont affleurantes comme ça. Je trouve ça plutôt élégant, c'est assez sympa. Et ici des vraies commandes pour la climatisation. Vous ne devrez donc pas avoir recours en permanence à ce fameux troisième petit écran. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Finition GT Line, je vous le disais, on a toutes les options disponibles dans cette voiture. Autant vous dire, ça ne sera pas la moins chère de la gamme, mais au moins je pourrai tout tester cette semaine. Je vais commencer par installer mes petites caméras et puis on sera parti pour ce premier trajet. Tiens, je vais regarder, j'ai connecté mon téléphone sans fil, Apple CarPlay sans fil, et on est à 39 km de ma première destination, qui est, pour tout vous dire, ma salle de sport. Allez, j'installe les caméras et direction la salle de sport. Voilà, c'est parti, je suis bien installé, 39 km donc vers ma première destination. C'est parti pour les tout premiers kilomètres, dizaines de kilomètres au volant de ce Kia EV5, démarrage qui se fait tout en douceur. Alors j'ai déjà le petit bip de survitesse qui m'annonce que je dois rouler ici à 5 km/h et je suis à 7 km/h. Comment le couper? C'est assez facile chez Kia, je pense que c'est la touche Mute ici. Voilà, alerte sonore de limitation de vitesse désactivée avant même de sortir du parking. Ça fait déjà une bonne nouvelle. Alors, je lève le pied de l'accélérateur. Est-ce que la voiture s'arrête? Oui, ça ferait déjà une deuxième bonne nouvelle. On a un iPedal qui est, je vois, activé ici et qui va jusqu'à l'arrêt complet. Donc on est très très bien. On va essayer de ne pas se manger une voiture en sortant de chez Kia, étant donné que cette voiture, elle est toute neuve. Je suis le premier a priori à l'essayer, en tout cas sur une période aussi longue, puisque la voiture, elle a 75 km au compteur. 75 km, elle est vraiment toute neuve. On va essayer d'en prendre soin. Sur ce véhicule, la récupération d'énergie, je le disais, semble particulièrement bien calibrée. Ça fait plaisir. Pour ceux qui aiment la conduite à une pédale, évidemment, j'en connais pas mal qui me disent « je vois pas l'intérêt, à quoi ça sert, etc. Est-ce que c'est vraiment compliqué d'appuyer sur le frein ?» Non, on a toujours fait comme ça, donc on peut continuer à le faire comme ça. Mais pour ceux qui aiment la conduite à une pédale, c'est quelque chose de très reposant, puisque quand vous êtes en ville, dans les embouteillages par exemple, il vous suffit de lever plus ou moins le pied droit et vous ralentissez. Voilà, j'arrive derrière une voiture ici au feu, je lève le pied droit et la voiture s'arrête. Voilà, il n'y a pas systématiquement à aller pousser sur le frein. Et puis en plus, on récupère l'énergie. Donc finalement, je pense que c'est une pratique simplement à adopter. Une fois qu'on l'a adopté, ça devient assez intuitif. Et donc, non, ce n'est pas obligatoire. Mais pour moi, qui adore la conduite à une pédale, oui, je trouve ça un petit peu obligatoire quand même, ou en tout cas je suis un petit peu moins satisfait dans les véhicules qui ne le proposent pas. C'est extrêmement confortable, les sièges sont confortables, les suspensions sont confortables. Ici on était sur une route qui n'était pas particulièrement en bon état, et pourtant aucun problème. Un véhicule qui est assez massif quand même, assez statutaire. On sent sur quelque chose de bien construit. Ça a l'air costaud en tout cas. Alors on passe ici sur quelques bosses justement, sans problème. Elle est vraiment positionnée très très haut. J'ai l'impression d'être dans un Land Rover, vous voyez, en fait c'est très carré,
c'est très très haut et c'est très massif. Et donc c'est ce qui donne cette impression de sécurité aussi. Hein. Alors c'est bien sûr c'est une impression, hein, mais ça donne cette impression de sécurité, de voiture statutaire. Après, on aime ou on n'aime pas le look. Hein. C'est chacun ses goûts évidemment, et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes, sinon on roulerait tous dans la même voiture, ce serait bien triste. Mais voilà, la proposition ici, en tout cas jusque-là, m'a l'air assez cohérente. Alors je pense que techniquement on a une configuration disponible dans cette voiture, peut-être que d'autres arriveront ultérieurement, mais configuration technique qui m'a l'air, en tout cas avec moi comme seule personne à bord et pas de bagages, qui m'a l'air assez convaincante du point de vue des accélérations, parce que voilà, j'ai pas reçu une claque dans les fesses, hein, mais franchement c'est... Bon, si vous venez d'un SUV équivalent, de taille équivalente, essence ou diesel, vous allez trouver que ce véhicule c'est une fusée. Hein. Alors on va arriver sur le ring de Bruxelles, le périphérique autour de Bruxelles. On va donc élever un petit peu la cadence. On sera à 100 km/h, qui est la vitesse maximale autorisée sur le ring de Bruxelles. Et on va voir en termes de bruit, aérodynamique et de roulement ce que ça donne, et puis les aides à la conduite aussi. Là, petite accélération pour s'insérer très facilement. Voilà. La voiture me rappelle à l'ordre à bon escient en me disant qu'il y a quelqu'un dans l'angle mort. Oh, c'est très confortable. Hein. Nid de poule signalé un peu plus loin. Malgré les nids de poule. Voilà, j'étais un petit peu distrait, j'ai réglé de manière un petit peu plus fine les deux rétroviseurs extérieurs, et donc petit rappel à l'ordre de la voiture qui me dit attention, alerte d'inattention, c'est correct, ça intervient de manière justifiée. On a toujours, c'est très sympa, ce petit rappel de l'angle mort qui s'affiche dans l'écran instrument. Donc si je mets le clignotant à gauche, j'ai la vue caméra latérale à gauche, même chose à droite. Toujours très sympa, c'est toujours des petits plus pour la sécurité. Alors c'est loin d'être la seule marque qui le propose, mais c'est sympa de l'avoir. Ah, et je peux d'ailleurs, et ça c'est vrai que c'est sympa, j'avais oublié ce petit détail, activer le centrage sur la voie de circulation sans activer le régulateur de vitesse adaptatif. On peut vouloir garder le contrôle sur l'accélération, mais pas forcément sur la direction. Et donc si je veux activer la conduite assistée, voilà, style de conduite adaptatif SCC. Donc là je suis centré sur la voie de circulation, dans les embouteillages. Je vois dans l'affichage tête haute la voiture dans son environnement. Donc je vois les deux voitures qui se trouvent devant et les quelques voitures qui se trouvent sur la voie de droite, la voie centrale en fait. Je suis sur la voie de gauche. J'ai la vitesse instantanée, vitesse maximale autorisée et la vitesse à laquelle j'ai réglé le régulateur de vitesse adaptatif. Et tout ça s'effectue avec une grande douceur. Donc ça, dans les embouteillages, franchement, le matin et le soir d'ailleurs, si vous êtes confronté aux embouteillages, vous mettez le régulateur de vitesse adaptatif et vous êtes vraiment tranquille. Alors, gardez les mains sur le volant. Est-ce qu'on a un volant capacitif? Oui. Rien à dire là non plus. Si vous déposez gentiment les mains sur le volant, sans même appliquer une quelconque force, eh bien, il n'y aura pas de problème. La voiture sait que vous êtes là. Vous ne serez pas rappelé à l'ordre. Encore un point positif. Ah, je viens en fait, avec le genou, je viens de taper dans le sélecteur de vitesse qui du coup s'est mis en mode... s'est mis au point mort. C'est mis au point mort, ouais. Là, vous voyez, je suis dans les embouteillages, il n'y a absolument rien à faire. Hein, à part jeter un petit coup d'œil au rétroviseur. La voiture se maintient au centre de la voie de circulation. Les réactions par rapport au véhicule qui précède sont extrêmement douces. Je pose les mains gentiment sur le volant, la voiture sait que je suis là. Et donc, je peux me détendre au niveau des jambes. C'est plutôt cool. Tout ça est quand même très très bien calibré. Hein. Là, vous voyez, je m'adresse à vous de manière raisonnable, comme si je parlais à quelqu'un installé à côté de moi ou à l'arrière. Et la voiture ne me rappelle pas à l'ordre. Tout à l'heure, j'étais un petit peu trop sur le réglage des rétroviseurs. Là, la voiture m'a rappelé à l'ordre. Donc tout ça est très très pertinent. Là, je viens de lâcher le volant pendant un certain temps. Ça ne hurle pas. Ça me met d'abord une petite alerte. Remettez les mains sur le volant. Je remets les mains sur le volant. Le centrage sur la voie de circulation. Je ne dois pas me battre avec la voiture pour récupérer la main. Là, les adaptations par rapport à la vitesse et au véhicule qui précède se font avec beaucoup de douceur. Voilà, c'est ça qu'on veut aujourd'hui en 2025, c'est à ça qu'il faut accorder de l'importance. Peu importe l'autonomie de la voiture, si par rapport à celle-ci, vous en trouvez une autre qui a 100 km de plus, mais que dans cette autre voiture, les choses sont mal réglées, vous n'allez pas avoir une bonne expérience au quotidien. C'est pas une voiture qui va être agréable à utiliser, même si elle a 100 km de plus, que vous allez hypothétiquement utiliser, dont vous allez profiter ces 100 km de plus, une fois tous les X temps. Donc bien sûr, si vous êtes sur la route toute la journée et que vous êtes
à chaque fois à devoir recharger, etc. Bien sûr qu'il vous faut une bonne autonomie, mais pour la plupart des conducteurs, toutes les autonomies aujourd'hui sont à peu près suffisantes et on n'achète pas une voiture pour partir une fois par an en vacances. La voiture, vous devez en profiter tous les jours. C'est le quotidien qui est important. C'est pas la fois où vous allez partir en vacances et où ça va vous mettre une demi-heure de moins. Et donc, voilà. Je peux très facilement reprendre la main, changer de voie. La voiture me rend la main facilement. Je ne dois pas me battre avec la voiture pour pouvoir changer de voie. Mais de manière assez intuitive, dès que je suis sur la voie de circulation, eh bien, elle reprend le centrage, elle reprend la main. Tout ça se fait de manière très intelligente. Encore une fois, un système bien réglé. Et si je veux me passer du centrage sur la voie de circulation, parce que je suis dans une zone en travaux, par exemple, avec des bandes qui sont pas bien délimitées pour éviter que la voiture n'hésite, eh bien, hop, sur le volant, je fais ça et c'est réglé. Tiens, on va faire un petit tour du côté des modes de conduite. Tout à l'heure, je vous disais, ça accélère pas mal, mais gentiment. On a du Eco normal, Sport, My Drive et Snow. On va essayer un petit coup de sport du coup, hein. Voilà. Je vais pouvoir réaccélérer. C'est parti. Oui. En sport, naturellement, c'est un petit peu plus vif. Concernant les bruits, 125 km/h compteur, donc à peu près 120 km/h en vitesse réelle et des bruits de roulement qui sont quasiment inexistants, bruit aérodynamique un petit peu, mais rien de rédhibitoire. On est parfaitement dans la norme, donc de quoi voyager de manière confortable aussi pour les oreilles. Bon, dans 6 petites minutes déjà à la fin de ce premier trajet à bord de ce Kia EV5. Merci d'avoir effectué ce trajet avec moi d'ailleurs. Alors si je dois résumer les points positifs, les points négatifs, il y a énormément de points positifs. Vous l'avez constaté, ce premier trajet s'est parfaitement déroulé à bord de cette voiture. Le point négatif qui me vient à l'esprit, c'est le sélecteur de vitesse qui est positionné vraiment bas et que tout à l'heure, en voulant me détendre un peu les jambes, j'ai heurté, ce qui a emmené la voiture au point mort, alors qu'elle était évidemment sur drive puisque j'étais en train de rouler. Voilà, donc elle m'a alerté. C'est rien passé, mais c'est le seul petit bémol. Je trouve qu'il est positionné quand même assez bas. Pour le reste, franchement, il y a énormément de positifs. Alors, on va passer sur les aspects esthétiques. Moi, je suis peut-être moins fan de l'arrière, par exemple, de ce véhicule. C'est pas la ligne qui me plaît ou que je préfère. Cela dit, tout ça est largement contrebalancé par d'autres aspects extrêmement positifs. Le fait d'avoir un intérieur qui est très ergonomique. On a quelque chose où toutes les commandes tombent naturellement sous la main et ça fait plaisir. C'est loin d'être le cas dans toutes les voitures aujourd'hui. On a des systèmes qui sont extrêmement bien calibrés, la conduite à une pédale qui va jusqu'à l'arrêt complet, qui est puissante en termes de récupération d'énergie et donc de ralentissement, donc c'est très intuitif. Le centrage sur la voie de circulation, tout ça est bien calibré également. On peut d'ailleurs l'avoir sans le régulateur de vitesse adaptatif, c'est pratique également. La voiture me rend la main quand je le souhaite, alors qu'elle est là en centrage sur la voie de circulation. Elle me donne la main de manière très fluide quand je souhaite changer de voie de circulation. Tout ça est vraiment bien fait, tout ça est bien calibré. On a passé du temps, ça se sent, à fignoler tout ça, à ce que les normes européennes soient implémentées, mais soient implémentées de manière intelligente sur cette voiture. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire. Alors est-ce qu'au terme de la semaine j'aurai davantage de remarques à formuler? On verra bien. Dans l'immédiat, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est d'entamer, en ce qui me concerne, cette semaine d'essai. Rendez-vous donc dans quelques jours sur Charging Station pour le grand essai de ce Kia EV5. Je ferai le point évidemment après une semaine à son volant et vous connaîtrez tout des détails techniques. En attendant, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera donc évidemment le grand essai de ce Kia EV5. Merci de votre fidélité à Charging Station et à bientôt. Allez, j'arrive à la salle de sport.